Bonjour, bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Roberto Dardini, artiste tatoueur de renom depuis 20 ans et l'un des patrons des derniers trappeurs à Paris. Dans cet épisode, Roberto nous parle de son parcours dans le tatou, de l'amour de son métier, des shops qu'il a créés, de sa vision de l'évolution du tatouage et du métier de tatoueur dans les années à venir. Donc aujourd'hui, je reçois Roberto Dardini. Donc tu es artiste tatoueur à Paris. Tu as fêté en 2018 tes 20 ans de métier. À l'origine du shop emblématique parisien Art Corpus, de la célèbre Tattoo Art Fest et du magnifique shop Les Derniers Trappeurs. Donc tu as un style qu'on pourrait qualifier alors de réalisme, je sais pas, avec des jeux de lumière, un peu trash, parfois en couleur, parfois en noir et blanc. On pourra reparler de ton style après ou d'une définition si ça existe. Voilà, donc je suis très touchée de faire cet épisode avec toi parce que ton parcours est vraiment impressionnant et les tatouages aussi sont assez bluffants. Et j'aime beaucoup justement les jeux de lumière et de négatif qu'il y a parfois. Donc voilà, donc le but c'est de savoir un peu plus sur toi et ta vision du tatouage et ta longue expérience dans ce domaine. Bienvenue, merci pour tout ça. Alors ma première question, donc c'est celle que je pose à tout le monde pour voir un peu le point de vue de chacun. Quelle est ta propre définition du tatouage ? J'ai une définition assez simple. Pour moi, ça reste du visuel, automatiquement. On est dans un métier qui est visuel, dans lequel on peut raconter quand même pas mal de choses, sans trop non plus, sinon pour ne pas perdre le sujet. Moi, je vois ça avec un système d'impact, où pour moi, ça doit être lisible, compréhensible, avec un fort impact. Sinon, je vois pas trop d'intérêt. Et après, il y a toujours ce rapport que j'ai depuis le début. C'est pour ça que j'ai commencé vraiment avec les bases japonaises, parce que c'est ce qui me plaisait. Pour moi, le tatou, ça doit être quelque chose qui doit être harmonieux avec le corps. C'est-à-dire, le tatouage doit mettre le corps en valeur et finalement, le corps va mettre aussi le tatouage en valeur. C'est l'un va avec l'autre. Et j'explique aussi des fois que finalement, je trouve que notre métier est plus proche de la haute couture que du dessin. Alors bien sûr, il faut maîtriser un minimum de technique artistique et pour faire des choses intéressantes et puis même pour avoir un œil objectif. Mais en attendant, des fois, je préférerais des tatouages qui soient peut-être un petit peu moins bien réalisés, mais qui sont bien portés, que des fois des choses très très techniques comme on peut le voir souvent à l'heure actuelle, que je suis presque moi-même incapable de faire. Quand je vois certains travails de portrait en couleur, etc., c'est extrêmement bluffant, mais avoir un corps rempli de portraits en travail en couleur extrêmement bluffant avec des couleurs flashy, je trouve pas ça en finalité, même si le travail technique est incroyable, pas forcément très très beau. C'est pour ça que pour moi, la référence quand même, la toute base, ça reste quand même les corps japonais qui, même si les motifs peuvent être assez simples, le système de vagues, les soumis derrière, les motifs en soi, et ben finalement c'est quand même quelque chose qui est très beau, qui est très lisible, et qui sur le corps rend bien. Donc moi je sors un petit peu de ce cadre, bien sûr, japonais classique, parce que j'ai pas envie d'être coincé dans des codes, coincé dans des systèmes, et voilà, parce que pour moi, un artiste doit être quelqu'un de libre avant tout, et doit pouvoir s'exprimer de par sa propre vision. Mais il y a quand même certaines règles, je pense, à respecter pour qu'on ait quelque chose qui soit joli et esthétique sur un corps. Donc moi, ma vision du tatouage, ça reste ça. Ouais. Merci, donc c'est vraiment quelque chose de sur-mesure qui est fait en harmonie avec le corps. Ouais. On va parler de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter ? Il me semble que ton début de vie était bien loin de la sphère parisienne et des aiguilles. Et on me fait dire que tu as eu plusieurs vies avant le tatou. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu en es venu au tatouage ?
Alors bien sûr, mais ça risque d'être un petit peu long. J'aimais pas l'école, j'étais déjà rêveur, donc entre guillemets artiste, c'est un grand mot, mais j'étais rêveur, donc moi j'ai jamais réussi à me concentrer à l'école, j'ai jamais aimé l'école et tout ça. Donc rapidement, parce que je suis né au mois de décembre, en 1970, et comme je suis né au mois de décembre, mon année, par exemple, à l'âge de mes 13 ans, j'ai quitté l'école. À 13 ans, à l'époque, on pouvait faire ce qu'on appelait le pré-apprentissage pour après passer en apprentissage. Donc 2 ans pré-apprenti, 2 ans apprenti. Donc on pouvait quitter l'école normalement à 14 ans, mais comme moi j'étais dans les années 70 et mon anniversaire était au mois de décembre, donc à 13 ans et demi, je me suis retrouvé en cuisine parce que j'ai voulu quitter l'école, donc il a fallu travailler. Et je suis rentré dans l'un des 3 plus grands restaurants d'Alsace et j'ai fait 4 ans d'apprentissage pour avoir mon CAP à l'âge de 17 ans et demi. Et ça a été je dois beaucoup à cette profession parce que ça m'a permis une grosse force, une grosse rigueur. Quand à 13 ans et demi on se retrouve dans une cuisine, dans une grosse brigade, 2 étoiles Michelin avec des chefs de cuisine et tout ça, c'est très très formateur au niveau du travail. Et du caractère aussi, non ? Du caractère, ouais, clairement. Donc j'ai commencé comme ça, et moi ce que j'aimais dans la restauration, c'était la décoration des plats, c'était le côté esthétique de la chose. Déjà le côté artistique de la cuisine, finalement, il y a quand même un lien. Je suis sorti meilleur apprenti c'était en 86 ou 87 en Alsace. J'ai gagné le concours. En même temps, c'était facile parce que 4 ans et en plus dans l'un des meilleurs restaurants, donc ça a été assez simple. Donc j'ai fait un concours avec les meilleurs cuisiniers de l'époque et je suis sorti premier. Après, j'ai fait un peu la boucle, c'est-à-dire que après, je travaillais comme chef de cuisine dans d'autres restaurants, j'ai voyagé et tout ça. Pour, en finalité, je crois que je devais avoir 23 ans. 23 ans, j'ai monté mon premier commerce, bar, hôtel, restaurant, que j'ai monté en pleine campagne, et voilà. En Alsace, toujours ? Ah non, du tout, là, j'étais dans la région lyonnaise, dans le nord du Lyonnais. Et après cette expérience, ça a duré 1 an ou 2. J'ai revendu à ma mère qui voulait faire une auberge, et moi, la restauration, j'avais bouclé un peu le truc, c'est-à-dire j'étais passé de pré-apprenti pour être patron à 23, 24 ans. Ouais, c'est hyper jeune. Voilà. Et moi, mes passions depuis que je suis tout petit, c'est les sports de combat et le dessin. Donc après, j'ai vécu des sports de combat. C'est-à-dire là, j'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit. Je suis devenu portier physionomiste. J'ai vécu 1 an à La Réunion. J'ai été garde du corps. Voilà. Donc j'ai vécu longtemps un petit peu du milieu de la nuit. Oui, ce que j'allais dire, c'est quand même pas mal le milieu de la nuit. Même la cuisine, ça reste quand même... Enfin, la restauration... je connais un peu et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est souvent du milieu de la nuit et ensuite après mal de boîte de nuit. Là, c'était vraiment la porte, portier physionomiste. Je gérais tous les portiers de la boîte. À Paris ? Non, alors c'était des boîtes de nuit lyonnaises. À l'époque, il y avait une grosse boîte de nuit, je ne sais pas si elle existe encore, qui était sous le crayon de la Pardieu. Donc j'ai commencé là-bas. Après, mon patron est parti, il a monté une grosse boîte de nuit qui s'appelait le Fridge. Donc là, j'ai été longtemps à la porte du Fridge et je gérais les portiers et toute la sécurité en fait de l'établissement. J'étais un peu le bras droit du patron. Et à un moment donné, ça m'a saoulé parce que le milieu de la nuit, ça reste un milieu très particulier. Et je pense que j'étais gamin, que j'avais besoin de me prouver des choses. Et c'est là où j'ai commencé. Donc c'est là où j'ai commencé le tatou. C'est là où je me suis dit, le tatou, je m'étais fait tatouer, tout ça. Et je me dis, ça peut être intéressant. Et je me suis lancé dans le tatou. Alors ce que je vais faire, c'était complètement interdit bien sûr de nos jours, ça ferait grimper plein de gens au plafond, mais c'était une autre époque et pour le coup il n'y avait aucune règle, mais c'était vraiment les débuts du tatou. C'est-à-dire que moi je disais aux gens que j'étais tatoueur, je tatouais depuis 1 an ou 2, ce qui était complètement faux bien sûr, je démarrais, j'étais monté à Paris, j'avais acheté le matériel et je me suis vraiment lancé comme ça à la one again, vraiment. Ouais, c'était ça ma prochaine question, c'était justement est-ce que tu as fait un apprentissage ou est-ce que tu es autodidacte comme on dit, à l'arrache avec les copains et en trouvant des cobayes? Je suis monté à Paris voir un ancien, un vieux tatoueur, qui s'appelait Jimmy, qui est décédé aussi maintenant, et qui faisait partie vraiment des anciens de tout ce qu'on disait, la conversation qu'on a eue ensemble tout à l'heure, quand on parlait de Bruno de Pigalle et tout ça. Donc Jimmy en faisait partie aussi, c'est un ancien, c'est un gars qui a fait 2 fois le tour du monde, qui venait du Brésil et tout ça. Qui n'est pas un haut niveau du tatou, mais qui avait une vraie culture du tatou, et qui a toujours vécu ça pendant longtemps.
Et donc je les ai vus bosser comme ça pendant une semaine. J'ai acheté le matériel chez Bruno de Pigalle, justement, et je suis redescendu à Lyon et j'ai commencé à bosser comme ça, à dire aux gens, moi je tatoue, nanana. À l'époque il y avait très très peu de tatoueurs. Et les clients me disaient, moi je veux un dauphin, moi je veux ceci, moi je veux cela. J'ai dit, pas de problème. Le week-end d'après, ils revenaient dans la boîte de nuit, donc moi j'étais portier. Donc ils revenaient, je leur disais, tiens, j'ai fait ton dessin, tout ça. Ah ouais, super, nanana. Là on prenait les coordonnées, comme je bossais que les week-ends en boîte de nuit, la semaine, j'avais rendez-vous, je déboulais chez eux, je sortais mon sac, je les tatouais sur leur canapé, on regardait la télé et machin, voilà. Donc j'étais tatoueur à domicile. J'ai fait ça peut-être 6 mois, 1 an. Et donc c'est assez formateur quand même d'apprendre seul comme ça. Pas le choix, c'est de se poser les bonnes questions tout seul, de trouver les solutions, d'essayer de comprendre pourquoi là ça bêche, pourquoi ça marche pas, et voilà. Et puis surtout faire bien de la merde pendant longtemps. Et puis à un moment donné, il faut vite se sauver, quoi. Donc au bout d'un an, non, c'est surtout que là, le fameux Jimmy en question m'a proposé de monter à Paris. J'ai sauté sur l'occasion, je suis monté à Paris. Et c'est là où j'ai démarré ma vie à Paris, sauf que j'avais encore ma femme et mes enfants qui eux étaient encore sur la région lyonnaise, que moi je devais plus ou moins m'en sortir financièrement, que c'était compliqué parce qu'on était pas mal de tatoueurs là-bas, et comme j'étais le dernier à arriver, donc je me faisais un tatou dans la semaine, ce qui était pas simple. Là-dessus, il y avait une boutique de piercing qui venait d'ouvrir, donc ça va parler peut-être à certains anciens, qui s'appelait le Chat Percé. Le Chat Percé, à l'époque il y avait 3 boutiques qui étaient vraiment réputées dans vraiment les débuts du piercing sur Paris. Il y avait Tribalat qui avait ouvert, qui faisait vraiment piercing avec Olivier, Emma et tout ça, qui faisait vraiment du piercing propre de qualité. On avait Dominique qui était rue Keller, pareil, et on avait le Chat Percé. Donc là, c'était vraiment les boutiques qui avaient pignon sur rue. Ouais, les références en termes de piercing à Paris, quoi. Surtout qu'il n'y avait pas de boutique, ça n'existait pas à l'époque, hein. C'était vraiment les débuts des boutiques à Paris. On ouvrait, juste pour te dire, on ouvrait le samedi. Ça ouvrait à 2h de l'après-midi, c'est même pas on ouvrait à midi. 2h de l'après-midi, ça fermait le soir à 8h. On arrivait, il y avait la queue devant les magasins. C'était la queue du magasin, et c'était une sacrée époque. Et c'était à quelle époque, ça, justement, où il y avait autant de queues devant les magasins? Je suis arrivé à Paris en 2000, et au Chat Percé, j'ai déboulé dans l'année, hein, donc c'était c'est ça, en 2000. J'ai commencé chez Jimmy, ça a duré quelques mois, il a fallu que je trouve une solution. Le Chat Percé cherchait un tatoueur, ils avaient absolument pas de tatoueur chez eux. Oui, c'est toi qui as créé l'activité tatou de ce shop. Au Chat Percé, ouais. Okay. J'ai créé l'activité tatouage là-bas, et parce qu'ils avaient une demande, et voilà. Donc j'ai créé l'activité là-bas, c'était cavouté, c'est quartier Montorgueil, c'était super beau. Et donc tout de suite, j'ai dit à Jimmy, je suis désolé, maintenant il faut que je trouve des solutions, il a très bien compris. Et donc donc j'ai créé l'activité là-bas au Chat Percé, ça a duré 4 ans. Après, le responsable du Chat Percé, Bruno, a décidé de s'installer sur Nice, de déménager. Et là-dessus, moi j'ai rebondi, je me suis installé une rue au-dessus, j'ai trouvé le local et j'ai créé donc Art Corpus. D'accord, bon, on va y revenir après. Je voulais juste revenir sur les 2 passions dont tu parlais tout à l'heure, le dessin et les sports de combat. Je voulais savoir comment ces 2 passions ont influé dans ton choix de métier. Est-ce que ça nourrit ton style et notamment des voyages au Japon? Comment tu as réussi à faire de ces 2 passions un métier, de vivre de ta passion? Rentrer dans le tatou, par exemple, à l'époque, c'était extrêmement facile, parce que à partir du moment où on réussissait à faire un portrait et on disait « Ah, je reconnais, c'est Louis de Funès », laisse tomber, t'étais le roi du pétrole, parce que t'arrivais à faire un portrait, quoi. Et c'était juste « Waouh !» C'était incroyable à l'époque. Donc, on est quand même sur une époque où, quand on démarrait dans le tatou, on faisait du tribal, on faisait du polynésien, on faisait des lettres chinoises, enfin, le gros, c'était ça, quoi. On n'était pas sur du travail aussi technique et aussi fin que la demande actuelle, ou que même le niveau actuel. Et je suis ravi, je suis vraiment ravi du niveau du tatou, des possibilités qu'on a maintenant. Mais automatiquement, bien sûr, c'est indéniable que le fait d'avoir été chef de cuisine, d'avoir eu cette formation, d'avoir travaillé très tôt, le fait de pratiquer les sports de combat depuis tout petit, moi me permet aussi d'être très posé, d'être très zen, d'être concentré, de pas avoir peur du travail, de pas avoir. Donc ça a créé aussi ma personnalité. Ça a créé aussi ma personnalité au-delà du tatou en tant que
guillemets patron, c'est-à-dire là je suis quand même chef de famille, j'ai quand même plein de gens autour de moi qui me suivent depuis des années. Ils me suivent non pas parce qu'ils ont l'obligation de le faire, ils me suivent parce qu'ils ont confiance en moi et que quand on a des projets, ça reste des projets communs et c'est devenu une grande famille et on vit bien comme ça. C'est d'ailleurs ma plus grande réussite, bien au-delà du tatou. Donc bien sûr, je pense que ces professions, tout ce chemin, ces voyages et tout ça m'ont appris énormément et me nourrissent encore à l'heure actuelle. Ouais. Oui, ça a forgé à la fois ta personnalité et ton style. Pour reprendre sur Art Corpus, donc ça a été créé, il me semble, en 2004. C'est ça. Donc juillet 2004 à Paris. Pour moi, c'est vraiment un shop incontournable avant qu'il y en ait à tous les coins de rue comme maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création d'Art Corpus ? Quelle était l'équipe de l'époque ? Wow. Alors l'équipe de l'époque, elle était très simple, puisqu'elle était très réduite, rien à voir avec ce qui a pu se produire par la suite. Il y a David, qui était mon apprenti à l'époque, David Morrison, qui maintenant officie du côté de Marseille. Mais à l'époque, il y avait David Morrison, donc qui démarrait en tant qu'apprenti, et j'étais aussi avec Christophe, qui était le cousin de ma femme de l'époque, qui était aussi dans le tatou. Voilà, donc on était 3, on a démarré à 3. Après, Léa s'est retrouvée sur une boutique qui a fermé et tout ça, elle était un peu dans le caca. Elle est venue me voir avec Ludo, il travaille avec Ludo aussi de Gégène. Donc Ludo de Gégène et Léa Naon se pointent, et il se passe telle et telle chose. Je dis, viens à la boutique et tout, tu vois, bim, et Léa et tout ça. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés, je sais plus, on devait être 11, 12, 13 à la boutique. Il y avait un poste qui était en vacances tous les jours. Il y avait toujours un poste, je sais plus, sur Art Corpus, on devait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 postes tatou. Un poste piercing, j'avais repris un local encore à côté, on avait encore deux postes tatou, donc on était quand même à 8 postes tatouage plus le poste de piercing. Et sur les 8 postes, il y en avait toujours un qui était une journée de repos, donc il y en avait un qui partait en repos le lundi, l'autre qui partait, donc il y avait toujours un poste où il y avait une disponibilité, et il y avait un tatoueur qui tournait, lundi il était sur tel poste, le mardi il était sur tel poste. C'était des postes tournants, il n'y avait pas, chacun avait son petit coin, c'était... Même Lionel, mon frangin, Lionel Failly, qui on travaille toujours ensemble à l'heure actuelle, enfin tous les membres que je te parle, on travaille toujours ensemble, c'est la famille. Et mais même Lionel, à l'époque, déboulait, et disait, putain, il n'y a pas de place, on faisait bosser chez un collègue qui avait une autre boutique à côté, quoi, tu vois. Et voilà, on se débrouillait parce que des fois, il n'y avait pas la place pour recevoir tout le monde, quoi. Mais il y avait une énergie folle, il y avait une demande de dingue. Moi, je démarrais le tatouage le matin, mais c'était 9h30. Je démarrais mon tatou le matin à 9h30, j'arrêtais le soir à 8h. Je faisais 2-3 tatous dans la journée, quoi. Et grosse pièce, j'ai toujours fait de la grosse pièce, mais et j'étais booké des fois jusqu'à sur 2 ans. 2 ans d'attente et tout ça, on avait un boulot de malade. C'était un truc de dingue. Aucun rapport avec ce qui peut se faire aujourd'hui. La demande était autre. Il y a toujours autant de demandes, mais la clientèle a un peu changé. Et puis bien sûr, il y a énormément de plus en plus de jeunes tatoueurs. Et moi, je suis un tatoueur aussi vieillissant. Je trouve que je me rends compte en vieillissant qu'on a une clientèle qui nous correspond. J'ai toujours eu cette clientèle qui me correspondait. Quand j'étais plus jeune, j'avais une clientèle qui me correspondait. Et la clientèle qui a grandi avec toi finalement, qui t'a suivi un peu. J'ai aussi ça, ouais. Là, cette année, j'ai eu beaucoup de clients. C'est les clients des 10 ans. Les gens ils disent, tu m'as tatoué il y a 10 ans, tu m'as fait telle pièce, maintenant je veux un autre bras ou un truc comme ça, tu vois. Donc là, cette année, j'ai eu beaucoup de gens c'était la clientèle des 10 ans, genre des gens qui se font un tatou tous les 10 ans et qui reviennent. C'est cool, ça fait plaisir cette fidélité aussi. Ça fait énormément plaisir. Des gens qui sont très fidèles, voire fidèles du premier jour. Et entre le premier jour et aujourd'hui, il y a un monde... Et quand on vient me voir, on me dit non, parce que je veux que ce soit toi qui continue, parce que je veux que ce soit ta patte. Je dis ouais, bon, il va falloir que je picole parce que ça va être compliqué. Et mais c'est pas l'avantardisme, mais c'est vrai qu'il y a une sacrée évolution entre mes débuts du tatou et maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Et malgré tout, les gens. Parce qu'il y a eu ce relationnel, parce qu'il y a cette histoire, parce qu'il y a eu ce vécu, et à la limite, j'ai même fait des connards. C'est génial. C'est des gens qui viennent te voir et disent je m'ai fait une fée sur mon épaule, tu vois la fée, elle n'existe même plus. Tellement elle a éclaté et que c'est devenu une tache noire. Et parce que j'avais traité trop petit, parce que c'était l'époque, je veux une petite fée, et machin, etc. Donc la fée éclatée sur l'épaule de la demoiselle.
Ils sont pas rancuniers. Non, 15 ans après, il dit tu peux me faire un cover. Ben ouais, bien sûr, je vais te faire un cover, quoi. Et avec plaisir. Et heureusement, ça fait partie de mon métier aussi, tu vois. Et je suis trop content que cette personne est venue me voir moi et qu'il me comprenne que bon bah ok, on l'avait fait trop petit à l'époque, c'est aussi ce que je voulais, tout ça. Et puis moi, bah ouais, j'avais pas forcément les connaissances techniques que j'ai maintenant, et que cette personne, au contraire, a encore envie de continuer et que ce soit moi qui fasse le cover. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Et pour combien de temps a duré l'aventure Art Corpus, juste pour situer un petit peu Alors l'aventure Art Corpus existe toujours. Hein, pour toi, bien sûr, oui, bien sûr. Yannick est toujours le patron là-bas. Il gère à sa manière et tout ça. Donc c'est un bébé qui, tu vois, quand tu crées une société, c'est un peu un bébé qui devient un enfant et qui après fait son chemin en fait. Tu vois, plus besoin de son papa, ce qui est le cas. Donc là, il y a un chemin qui est suivi, qui est personnel avec d'autres choix. Mais Art Corpus existe toujours, bien sûr. Et toi, tu es resté à Art Corpus jusqu'à quelle année à peu près Jusqu'à, on va dire de conneries, mais peut-être 2013. D'accord. Ouais, je crois, hein, 2013. J'ai dû partir en 2013, un an, ouais, après 2012, ouais. J'ai dû partir en 2013, donc 9 ans, je suis resté 9 ans. Mais en tant que patron, 8 ans. 8 ans en tant que patron, j'ai arrêté d'être patron en 2012 et je suis resté encore un an là-bas. Donc justement, à l'époque, c'était Yannick et Pat qui géraient le Art Corpus. Moi, j'étais devenu employé, entre guillemets. Et je suis parti un an après parce que c'était compliqué. Et c'est complètement normal. Le fait d'avoir créé Art Corpus, d'avoir laissé le bébé après à Yannick et à Pat, et moi d'y être en tant qu'ancien boss, c'était, par rapport à tous les gens qui travaillaient là-dedans, c'est des gens que j'avais formés, qui travaillaient avec nous. Bah, quand il y avait un problème, on venait me voir moi, alors que j'étais plus le patron. C'était gênant pour eux, pour Yannick et tout ça, de s'imposer et de devenir patron et tout ça à leur tour. Donc à un moment donné, il a fallu que je parte et c'était parfait. Donc après, je suis passé à autre chose. Ouais, c'est la suite des choses. Ouais. Et ensuite, après Art Corpus, ou peut-être c'était pendant Art Corpus, tu as créé la Tattoo Art Fest. Donc c'était une convention de tatouage internationale qui était basée à Paris. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'y suis allée 2 fois et c'était vraiment mes premières conventions. Et j'ai découvert des artistes de folie. Et je me rappelle, par exemple, d'avoir découvert Buena Vista Tattoo Club. C'est un truc de fou. Il n'y avait pas encore ce tout pouvoir d'Instagram. Donc c'était vraiment l'occasion de découvrir des artistes étrangers. Pourquoi as-tu créé cet événement ? Est-ce que tu ressentais un besoin à ce moment-là pour les artistes ou un besoin pour les clients ? Combien de temps ça a duré et pourquoi c'est terminé ? Alors, à l'époque, il y avait une vraie demande, parce que il y avait un événement qui existait par un jeune homme qui était absolument pas tatoueur, qui s'appelait Nico. Je sais pas ce qu'il est devenu, qui organisait un événement comme ça, tatouage, à Austerlitz, et voilà. Mais c'était le mec, il aurait fait ça comme il aurait fait d'autres événements, en fait. C'était son boulot, en fait, de créer de l'événementiel et de gagner sa vie comme ça. Donc il a surfé sur le tatou parce qu'il dit c'était les débuts du tatou, nana. Donc c'était quelqu'un d'intelligent qui a fait ça, mais ça restait une convention basique, commerciale et tout ça. Il y avait notre ami Tintin qui avait d'abord fait le mondial. Et le mondial existait quand moi je suis arrivé à Paris. C'est-à-dire il existait en 1999 et il existait en 2000. Tintin l'a fait pendant 2 ans. Après il a arrêté. Il a arrêté parce que c'est compliqué, tout ça. Oui, il a arrêté pendant une 12aine d'années, je crois, avant de recommencer. Et c'est pendant cet intervalle-là qu'il y a eu le Tattoo Art Fest. Il y a eu un vide, puisque dernière convention de Tintin, c'est-à-dire avec un certain niveau, c'est-à-dire qu'avec des artistes internationaux, avec un vrai truc artistique et tout ça, c'était en 2000. Depuis 2000, il n'y avait rien, hormis éventuellement quelques conventions, mais qui n'étaient pas faites par des professionnels et qui surtout n'amenaient pas des artistes internationaux. On était sur les artistes parisiens régionaux. Et c'est vrai qu'avec les potes, Rémi de chez All Tattoo, enfin d'autres personnes, je peux citer pas mal de gens, putain c'est con, machin, qu'il n'y ait plus rien sur Paris et tout ça. Et puis bien sûr, qui c'est qui va taper dedans, c'est Bibi, quoi. Souvent on vient me voir et on dit on file les idées et après c'est à moi de me démerder, quoi. Parce que entre guillemets, apparemment pour eux j'ai les épaules. T'es un lanceur de projet. Voilà, donc j'ai les épaules et du coup, oui, on est parti sur cette idée un peu folle de se dire, tiens, pourquoi pas créer un événement et tout ça. Donc on a créé l'événement au Parc Floral parce qu'il y avait de la demande, parce que moi étant avec Art Corpus, on essayait déjà à l'époque de faire des trucs qui changent un petit peu
de ce qui se faisait déjà à l'époque du tatou. Il y avait une espèce de session quand même qui était en train de se créer. Avant, ce qu'on disait, tu vois, justement, c'est que le tatou, c'était un petit peu le milieu biker, c'était un truc, tu vois, où c'est avec des crânes, avec des têtes de mort, il faut écouter du black metal, tu vois. Oui, là, ça rendait le tatouage un petit peu plus accessible Oui. Et puis, moi, je voulais tous. vraiment sortir des clichés qui ont la vie dure quand même, parce que... Merci d'ailleurs de sortir de ces clichés. Non, mais je pense que ça nous a tous fait du bien quand on n'était pas dans ces milieux-là. Ouais, au Tatoueur Fest, j'avais eu la chance de faire venir quelques grands dessinateurs de bande dessinée qu'on avait mélangés avec les tatoueurs, qui faisaient des dédicaces. Oui, c'est là que j'ai connu d'ailleurs, je t'interromps mais ça me fait des souvenirs, j'ai connu Marie Meyer. Ouais. Et voilà, depuis, je continue à suivre tout ce qu'elle fait et je trouve ça génial. Et c'est comme ça que je l'avais connue et c'était vraiment une révélation. Il y avait aussi Olivier Ledroit qui nous avait fait une affiche exprès pour le Tatoueur Fest. Donc on avait qui a fait Requiem, qui a fait plein de grandes bandes dessinées et tout ça. Et c'était intéressant, je trouvais, comme c'était aussi le dessin, tout ça, de mélanger et d'amener le tatouage vers quelque chose d'un petit peu plus artistique. On avait demandé des peintures, on avait demandé plein de choses aux artistes. Donc, on voulait pas qu'il y ait forcément, désolé pour elle, mais pour des suicide girls avec des meufs à franges qui vont faire des striptease, on voulait pas forcément mettre des grosses motos devant et ce genre de choses. Donc, on préférait avoir des rampes de skate, mettre des bombes et puis faire ce qu'on avait fait. On avait fait tout un mur comme ça qui avait été peint par des taggers et tout ça qu'on avait vendu aux enchères à la fin. Donc amener des choses un peu différentes, un peu plus modernes et un peu plus actuelles liées au tatouage. Moi je rêverais maintenant de louer, de trouver, j'en sais rien moi, une vieille chapelle et d'organiser une convention d'une vieille chapelle qu'avec des machines rotatives et faire venir un groupe de musique classique. Enfin, je trouverais ça tellement plus intéressant que ça casse les codes en fait. Ah ouais, pour moi je suis désolé mais le tatou, c'est pas forcément des meufs à poil, des grosses motos et voilà. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur, faut aller dans les musées, faut faire de la peinture, faut faire... Donc moi je trouve que j'appartiens plus à un niveau... je vais pas me la péter, bourgeois ou quoi que ce soit, la peinture et non, ça n'a rien à voir. On ne sait pas parce qu'on va être passionné d'art que voilà quoi. Et que c'est snob. Oui, et que ça fasse snob, tu vois. Donc automatiquement, on aime le tatou, alors faut écouter du black metal, faut prendre de la drogue et enfin je sais pas, moi j'ai toujours. Ça véhicule cette image rock'n'roll et c'est cool, mais c'est parfois aussi réducteur. Et puis justement c'est réducteur pour les hommes, pour les femmes, et c'est aussi un peu ce qu'on voyait, juste mon avis, un peu trop parfois dans les magazines, et ça fait du bien justement d'avoir des événements qui cassent un peu les codes, où tout le monde peut s'y retrouver, parce que finalement ça touche toutes les classes sociales, tous les types de personnes, et voilà, on n'est pas tous des bikers et des suicide girls. Surtout de nos jours, je veux dire, le tatou touche absolument tout le monde, quoi. Et puis ce côté, mais moi je suis punk, je suis machin, je suis truc, alors que tu vas prendre 700-800 € pour bosser une après-midi, ça va, quoi, tu vois, ce côté image, on s'en fout, branleur. Non, on n'est pas des branleurs, quoi. C'est où t'assumes vraiment ton boulot et tu le fais correctement, ou dans ce cas-là, oui, effectivement, tu fais du tati, mais dans ce cas-là, prends l'argent qui correspond à du tati et assume le fait de dire, je suis dans la rue, je fais du, tu vois. Et alors, je voudrais parler un petit peu maintenant des derniers trappeurs. Ouais. Donc, ça a ouvert en 2017. Je crois que ça a ouvert au public en 2018. L'inauguration était en 2018, mais il me semble que le shop était créé en 2017. Voilà. Pas complètement terminé, mais on a ouvert en janvier, donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Ouais. Ça fait 2 ans et demi. C'est à peu près 200 mètres carrés 210 mètres carrés dans le 11e à Paris. Donc des murs noirs, du cuir, des crânes. Il y a une ambiance assez mystérieuse et chaleureuse en même temps. Moi j'adore la déco, je suis complètement fan justement de cette atmosphère et de ce côté un peu sombre et en même temps avec un accueil tu vois, convivial, et on sent vraiment qu'il y a un esprit de famille. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'équipe et quelles sont justement les valeurs que vous portez, et puis nous expliquer pourquoi les derniers trappeurs, quelle est l'origine de ce nom.
Ok. Alors, l'origine du mot, déjà, les derniers trappeurs, c'est que quand j'ai commencé à quitter, entre guillemets, Hardcorpus, moi, je voulais me mettre vraiment au vert. Donc, ce qui est toujours le cas. C'est-à-dire, j'ai acheté une vieille bergerie qui est paumée dans les bois, dans les Pyrénées, limite à la frontière espagnole. Et je suis fils de bûcheron, j'ai grandi en forêt. Et là, l'idée, c'était vraiment de me dire, il y a moyen éventuellement de monter un studio, ce qui est le cas, je l'ai réalisé. Il y a moyen de monter un studio paumé dans les bois, dans lequel je vis en autarcie complète. C'est-à-dire, je suis en récupération d'eau de pluie, toilettes sèches et tout ça. Et de recevoir les gens, genre une semaine, et en connexion avec la nature. Tu peux aller pêcher le matin, chasser à la lance le sanglier le soir, et voilà, et puis faire un bon feu de cheminée, aller se baigner dans la rivière, et puis attaquer une pièce intéressante dans laquelle tu seras en connexion avec la nature, en connexion avec ton tatoueur, où tu n'arrives pas à midi en disant à 5h il faut que je me sauve parce qu'il faut que j'aille chercher les gamins à l'école. Et là tu pourrais vivre en immersion, en étant sans contrainte, une pièce qui serait réalisée en pleine nature avec ton tatoueur et en connexion avec ce tatoueur, justement, en vivant une vraie relation. Voilà. Donc, à la base, j'étais parti, les derniers trappeurs, c'était parce que, justement, il y a ce côté nature. Les derniers trappeurs, c'est un petit peu pour la blague, puisqu'on est des trafiquants de peau. Les trappeurs tuent les animaux pour leur peau. Bon, ça, je suis désolé pour les véganes, mais... Du coup, nous, on tue peu. Mais voilà, donc l'idée, c'était d'être trafiquant de peau. Et le côté forêt et tout ça, moi, me parle. Donc, à la base, c'est un projet qui était individuel. D'accord. Finalement, comme on est parti après sur l'idée de se dire, tiens, on va quand même remonter un truc sur Paris, parce que j'ai eu Adrien comme apprenti, après il y a eu Estelle, il y a eu tout ça, fait que ces gens-là, voilà, je peux pas les lâcher. Donc je les ai formés, donc il faut qu'ils aient un endroit pour travailler. Donc on est reparti sur une nouvelle aventure, et on a créé donc cette boutique, et on a conservé le titre, puisque j'avais déjà mon site, j'avais déjà l'esprit du truc et tout ça. Donc on a conservé les derniers trappeurs, puisque ça fait déjà quelques années que je communiquais sur les derniers trappeurs. Donc on a conservé le titre Les Derniers Trappeurs pour créer cet endroit. Et voilà. Et puis j'en suis très content parce que là maintenant tout le monde est un petit peu revenu. Parce que moi je m'étais un peu sorti du truc, et maintenant que je suis revenu un petit peu sur cette boutique en tant que papa, quasiment tous mes gamins sont revenus à fond, donc j'ai tous mes tatoueurs qui sont autour de moi, c'est vraiment redevenu un pôle rempli d'énergie et de bonnes ondes. Ce que j'allais dire, t'as les tatoueurs résidents qui, voilà, vous formez une belle équipe, mais t'as aussi une équipe élargie qui est faite de tes amis, d'anciens apprentis, donc il y a aussi des guests réguliers, mais qui sont toujours quand même globalement des amis de longue date. Et de plus en plus. J'ai tellement de demandes de la part des amis, des guests et tout ça, que là, on a une pièce où on avait une chambre qui nous servait, mais qu'on va condamner, en fait, et qu'on va utiliser en tant que poste. Parce que là, j'ai plusieurs potes qui m'ont appelé, et on n'a pas la place pour les recevoir, quoi. On est blindé au niveau des guests, on peut pas. Et ça me fend le cœur de dire à certains copains, ah putain, maintenant tu peux pas venir, et voilà. Donc là, on a pris la décision, on en a parlé hier avec mes associés, avec Lionel et Adrien. Donc on en a parlé hier, et on va effectivement installer un stand supplémentaire pour pouvoir recevoir encore plus de copains. Vous êtes victime de votre succès, parce que quand même 200 mètres carrés, on se dit qu'il y a de quoi recevoir, mais au moins c'est pas non plus à la chaîne. Chacun a vraiment son espace assez intime. Tous les tatoueurs qui viennent travailler chez nous sont fiers d'être ici de par le cadre et ce qu'apporte la boutique. Donc il y a plein de gens qui finalement, même leurs clients, disent j'attends que tu sois chez les derniers trappeurs pour me faire tatouer là-bas. Parce que l'atmosphère est différente, l'atmosphère est autre, on a vraiment de l'espace, on est tranquille, on écoute notre musique, on est à l'écoute, tu arrives le matin, tu as ton petit café, on a le bar, donc le soir avant de partir, tu te bois ta petite pression, etc., tu bois un coup et tout ça. Donc c'est une autre approche. C'est pris en charge. C'est une autre approche. Et le fait d'être en atelier privé, donc ça j'explique un peu aux gens, l'atelier privé, c'est-à-dire que les gens qui rentrent dans la boutique, c'est pas le passage. Le passage, on prend pas de gens de passage. Donc automatiquement, les gens qui viennent ici, c'est les gens qui ont rendez-vous et qui viennent pour discuter de leur projet. Ou les gens qui viennent se faire tatouer. Mais on a pignon sur rue, la boutique a pignon sur rue. Mais voilà, on n'est pas là ouvert où les gens peuvent rentrer, sortir, demander c'est quoi le prix d'un tatou, etc. Les gens, quand ils rentrent dans la boutique, c'est parce qu'ils ont un rendez-vous.
Donc on n'a pas ces allées-venues et ce genre de choses. Ce qui nous mâche aussi un petit peu le travail et ce qui nous rend ici beaucoup plus paisible. C'est-à-dire que voilà, ça évite d'avoir des gens à l'accueil, d'avoir du bruit, de machin, des trucs. Voilà. Donc on n'est pas des commerçants classiques entre guillemets. On est des artisans et des artistes qui voilà, on a besoin de ce côté paisible. Et ce qui est intéressant aussi avec les derniers trappeurs, à l'inverse d'Arcorpus, mais ça, Arcorpus, on était jeunes, donc c'était une autre énergie, c'était un peu foufou, c'était un peu plein de trucs qui étaient hyper intéressants à l'époque, mais que je pourrais plus assumer maintenant. Là, je travaille avec des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont 20 ans de métier, donc tout le monde sait ce qu'il a à faire, on n'a pas à se prendre le chou, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de problème, ma copine elle m'a laissé tomber et machin, problème de drogue, problème de machin, etc. Voilà, ici on est avec des gens posés, des adultes, des artistes, des gens qui ont fait leurs preuves, et tout le monde sait ce qu'il a à faire. J'ai pas besoin moi d'être le cheval qui est obligé de mener tout le monde devant, tout le monde se gère, et il y a un côté assez paisible ici qui pour moi est important et responsable. Ça aussi, les gens responsables, c'est important. On va parler un petit peu de ton métier et de ta vision du métier de tatoueur. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon tatoueur au niveau artistique et au niveau humain ? Alors, si on veut être un bon tatoueur, déjà il y a une base, toujours. Chez moi, ça a toujours été comme ça, Arcorpus, partout. C'est déjà le respect de la personne. C'est-à-dire que on peut dire ah non mais la personne, ce qu'elle veut, c'est naze, son idée elle est pourrie, etc., etc. On peut ne pas adhérer à ce genre de choses. Je peux comprendre. Il y a pas de problème. Et encore pour moi, il n'y a pas de mauvaises idées. On peut toujours prendre une idée, la développer et en faire quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, le respect du client. Le client, la personne qui veut se faire tatouer, nous permet, nous, de vivre de ça. Donc, respecter la personne qui est en face, pour moi, c'est déjà la base. Ça m'est assez insupportable de voir demain un tatoueur, un jeune tatoueur qui va être là, qui va se la raconter, qui va mal parler aux gens, etc., parce qu'il est connu, parce qu'il a une forme de célébrité. Quand on voit ce qui se passe de nos jours, les gens dans la rue, quand on voit le salaire, les gens qui galèrent, etc., on est en plein dedans avec les gilets jaunes, réforme des retraites et tout ça. Quand on voit à quel point c'est compliqué de travailler, des gens qui vont travailler à l'usine, qui vont faire les 3-8, et ce genre de choses, et des gens qui vont mettre beaucoup d'argent de côté, qui vont travailler dur pendant des années, etc., pour économiser, pour se faire leur tatou, il y a un minimum de respect à avoir, quoi. Moi, le fait d'avoir commencé très tôt, à travailler très tôt et d'avoir travaillé dur, fait que, moi, quelqu'un qui vient me voir, je peux ne pas être d'accord, je peux lui expliquer, voire l'envoyer chez un autre tatoueur, le conseiller, dire, écoute, va voir tel tatoueur, peut-être ça se passera mieux, et tu vois. Mais le respect de la personne qui se fait tatouer, pour moi, c'est la base. Ça, c'est indéniable, ça a toujours été partout. Et c'est des choses qui peuvent me mettre en colère si je vois qu'un de mes collègues n'est pas dans cet état d'esprit. Donc ça, c'est la première chose, quoi qu'il arrive. Qu'on fasse des beaux tatous, des moyens tatous, ou des super tatous, peu importe qui on est, le respect de la personne, pour moi, c'est la base. Ça, c'est la première chose. Après, les questions à se poser pour être un bon tatoueur, c'est... de nos jours, on sait où on va. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans le tatou, il y a des choses, on est là, on se dit, ouais, mais on sait pas trop, est-ce que ça va vieillir? On faisait des essais, c'était, waouh, et puis l'autre, t'as vu, l'autre, il a réussi à faire ça comme ça, non. Après, dans le temps, on s'est rendu compte, ah oui, mais en fait, dans le temps, non, ça marche pas, c'est de la merde. Donc, nous, on a fait des essais, on a fait des trucs, mais tout ça, ça a été fait. Donc on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne pas dans le temps, et ce genre de choses. Là, à l'heure actuelle, je vois des gens qui surfent sur des trucs où on sait que ça va être pourri dans le temps. Mais c'est pas grave, on le fait quand même, parce que ça rapporte de l'argent, et en plus je suis une star, machin. Mais c'est de l'hypocrisie pure, parce que quand je vois des pièces qui sont faites minuscules, qu'il faut regarder au microscope en disant « t'as vu, c'est génial, machin, je suis capable de faire ça », mais ça, il y a des tatoueurs, moi je connaissais, avant que je tatoue, je connaissais des gars qui tatouaient avec des machines avec une aiguille, et qui s'amusaient à faire des trucs tout petits. Et ils ont arrêté. Pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'ils se sont bien rendus compte que 6 mois après, le tatouage, il ressemblait plus à rien. Oui, il n'y a pas de hasard en fait, mais c'est comme parfois on voit des lettrages très très fins, qui ça peut être joli quand c'est fin, mais finalement... Oui, il n'y a pas besoin de se prendre 10 ans dans la vue pour être déjà des pattes de mouche illisibles, quoi, ce qui est quand même assez flippant. Ouais.
Et je pense que de nos jours, il y a quand même, on a ces connaissances-là. On sait ce qui marche pas, et ce genre de choses. Donc, on a toujours affaire un petit peu à des gens qui sont, ce que j'aime pas, des fois un peu égocentriques, où tu as des gens qui vont dire « Ah non, mais moi je vais trouver d'autres trucs, d'autres solutions, d'autres techniques. » Mais non, le tatouage, c'est de l'encre qui est sous la peau, entre le derme et l'épiderme. On sait comment ça vieillit, on sait comment ça fonctionne. Donc après, tu arrives dans le métier, tu dis « Ah non, mais moi je vais faire ça comme ça, et nanana. » On sait que ça marche pas. Et des fois même, les tatoueurs le savent eux-mêmes et le font quand même. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, je connais des tatoueurs qui sont très réputés, qui prennent 4 000 € l'après-midi pour faire un tatouage qui fait 10 cm. Parce qu'ils vont reproduire une toile de Van Gogh, une toile de truc, et que c'est waouh, c'est superbe, c'est génial. Sur le moment. Alors qu'on le sait, et eux-mêmes le savent, ils savent très bien qu'un an après, on voit plus ce que c'est. Par contre, ils ont pris 4 500 € pour faire le tatou. Tu dis, c'est quand même complètement aberrant. C'est une après-midi de tatou, 4 500 € pour faire un truc qui, 2 ans après, serait de la merde. Voilà, donc quand je vois ou quand j'entends ce genre de truc, moi c'est... Autant je trouve que, effectivement, si on est un artiste très demandé, qu'on fait un travail de haute qualité, de haut niveau, qu'on prenne une certaine somme d'argent, je peux tout à fait le comprendre. Nous, le chômage, la retraite, on sait que voilà, on va s'asseoir dessus. Donc ça, je peux le comprendre. Mais de là à prendre énormément d'argent, et se la péter, et puis faire de la merde et des trucs où tu sais que ça va mal vieillir, ça je trouve ça un peu dommage, quoi. Oui, il y a une transparence quand même à avoir envers le client. Et justement, j'ai trouvé que le relationnel est très présent un peu dans tous les métiers que tu as pu exercer. Et je suppose que c'est pas un hasard. Et il faut quand même sacrément aimer les gens pour développer ce relationnel que tu as pu travailler dans la nuit, dans la restauration ou le tatouage. C'est quand même très développé. Oui, puis j'ai ce côté où, encore une fois, rassureur, je rassure les gens de par mon physique, le fait que je sois calme, le fait que je sois posé, il y a peu de choses qui m'énervent. Donc oui, je peux tenir une conversation, ne pas m'énerver, et puis prendre le temps. Je vais avoir 50 ans à la fin de l'année. 50 ans, maintenant, je pense que je suis quand même assez posé quand je vais devoir répondre, ou je sais, j'ai vécu tellement de choses maintenant dans le tatou que j'ai quasiment toutes les réponses. J'ai fait une pièce dernièrement, j'avais pas la réponse. Une dame, c'est pas un pacemaker, c'est un défibrillateur qui se met sous la peau. C'est-à-dire qu'elle avait un coffret ici, c'est au cas où son cœur s'arrête, bim, le truc envoie un coup de jus. C'est un boîtier, c'est gros comme un téléphone portable, c'est sous la peau, et donc à côté du cœur, sur les côtes. Et elle voulait le cacher parce que c'est pas très très esthétique, donc c'est vraiment comme si tu avais un portable sous la peau, quoi, on voit, quoi. Et on est parti sur un cœur, donc j'ai fait un cœur réaliste en travail de trait, tout ça noir, et tout ça, qui prend la forme du téléphone, donc on a l'impression que le cœur était là. Mais la question c'était, waouh, là je vais tatouer sur un boîtier, qui est un boîtier électronique, un défibrillateur, qui est sous la peau. Les vibrations, j'ai pas de muscles en dessous, c'est-à-dire j'ai que de la peau avec une coque plastique en dessous, tu vois, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc elle s'est renseignée chez le médecin qui lui a dit mais non, mais les vibrations, tout ça, il n'y aura pas de souci, tout ça. Donc je lui ai fait le tatou, ça a très bien fonctionné, donc j'en suis content. Mais hormis par exemple ce qui vient d'arriver là, ce que je viens de vivre sur cette affaire, à l'heure actuelle on peut me poser n'importe quelle question, n'importe quel truc, je pense que j'ai vécu presque tous les cas de figure, donc je suis assez posé, et effectivement quand on parle de gens qui viennent te voir, tu les as tatoués il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu ne peux que être reconnaissant et être diplomate. Tu vois, c'est ma vie peut s'arrêter là. J'aurais vécu quand même une vie de dingue, et j'en suis reconnaissant, et c'est grâce à ces gens-là aussi, ce que je te disais tout à l'heure. Donc oui, bien sûr, le relationnel est important. Des fois, j'ai des clients qui me font péter les plombs parce qu'ils bougent, parce qu'ils ont mal, parce que c'est pas simple et parce qu'ils veulent pas comprendre que... Donc c'est pas toujours facile, mais je prends sur moi parce que je trouve que c'est la moindre des choses, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles le projet avec le client, comment tu arrives à créer cet impact visuel, sachant que tu fais toujours des grosses pièces sur le corps, comment on arrive à raconter une histoire et comment on aide une personne à se réapproprier son corps? Alors souvent les gens, il y a plusieurs cas de figure, les personnes arrivent en disant « Ouais, alors moi je veux ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça ». Alors direct je leur explique. Alors,
toujours, ces premiers rendez-vous que j'ai avec les clients font très égocentriques. Alors tout de suite, je dis, c'est pas du tout égocentrique de ma part, j'explique à la personne, mais pour bien te faire comprendre, il va falloir que tu comprennes certaines choses. Et encore une fois, c'est pas de l'ego, mais c'est comme si demain, tu allais voir un grand chef de cuisine et que tu lui dis, bah voilà, moi je veux que tu me fasses une salade et je veux que tu la fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir faire confiance. Bien sûr, donc ça n'a aucun intérêt. Je lui dis, tu sais quoi, si vraiment demain, toi, tu penses être capable de faire ta salade, il faut que tu changes de taf tout de suite, il faut devenir tatoueur. Parce que si tu expliques à un grand chef de cuisine comment il doit faire la cuisine, dans ce cas-là, il faut que tu changes de métier. C'est que tu as des compétences hors du commun. Moi, ça fait 20 ans, 21 ans maintenant que je tatoue. Si la personne qui est en face est capable de m'expliquer comment je dois faire les choses pour les faire correctement, c'est pas possible. Donc j'explique à la personne que je sais comment faire les choses correctement, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour que le visuel soit intéressant, pour qu'il soit correctement posé sur le corps, adapté à la morphologie, pour qu'il vieillisse bien, pour qu'il y ait un impact, etc. Donc tout ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de... Ça, j'ai ces codes techniques de par les années de métier. Donc ça, je suis capable de le réaliser. Après, ce dont moi j'ai besoin, quand je discute avec quelqu'un, c'est que cette personne a besoin d'extérioriser quelque chose et de l'imprimer sur son corps. C'est-à-dire, il faut faire sortir quelque chose. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi cette personne en arriver à se dire je vais dépenser beaucoup d'argent, je vais souffrir, parce que j'ai besoin de faire ressortir quelque chose et de le mettre sur mon corps. C'est une forme de communication. Donc une fois que moi je comprends ce que veut la personne, je comprends. Voilà, tu veux exprimer telle émotion, telle règle. Donc moi après, je vais le faire à ma sauce. À ma sauce, je vais dire, ok, j'ai compris ce que tu veux faire, donc je serai sur les rails. Donc tu retranscris son histoire à ta façon. Avec ma vision des choses, en disant, écoute, je comprends ce que tu veux dire, ce que tu cherches à retranscrire, on va le retranscrire comme ça. Souvent, je demande 2 notes à mes clients. Comme la première chose, c'est que je leur demande un titre, comme sous un tableau, un titre, tu vois, le baiser ou je ne sais quoi. Et après, je demande une émotion. Parce que quand on a un visuel, il y a toujours une émotion qui se dégage. Ça peut être la colère, ça peut être quelque chose de zen, ça peut être, tu vois. Donc il y a toujours une émotion qui se dégage d'un visuel. Donc je demande d'avoir le titre du tableau, entre guillemets, et l'émotion qui doit s'en dégager. Parce que, par exemple, si on dit un portrait de femme, ça veut tout dire et rien dire. La femme, elle peut être vénère, elle peut être hyper douce, elle peut jouer la chaudasse, entre guillemets, etc. Ça peut être sexy, ça peut être sensuel, ça peut être plein de choses. Donc, juste dans le regard du personnage. Donc, c'est important de comprendre cette note artistique, cette émotion, pour retranscrire correctement le visuel. Et justement, tes clients, quel type de clients est-ce que tu as ? Est-ce que c'est diversifié ? Est-ce que c'est intergénérationnel ? Alors, grossièrement, je trouve qu'on a un petit peu une clientèle qui nous correspond. Quand j'avais 30 ans, j'avais une clientèle de la trentaine et puis de l'époque tatou de cette époque-là. Et là, ça a évolué. Là, à l'heure actuelle, j'ai une clientèle qui me correspond. C'est-à-dire que je pense que les gens que je tatoue à l'heure actuelle ne pourraient pas aller se faire tatouer par un jeune tatoueur de 30 ans, par exemple. Parce que je tatoue des personnes qui ont 50 ans, qui sont banquiers, qui sont des grands flics, qui sont avocats, qui sont notaires. J'ai ce type de personnalité, des chefs d'entreprise. Voilà. Donc c'est des gens qui vont arriver et qui ont besoin d'avoir une personnalité en face. Et qui savent ce qu'ils veulent aussi. Et d'avoir confiance, et surtout d'avoir confiance. C'est surtout ça. Donc je pense que moi j'ai 50 ans, aller voir un jeune de 30 ans, dire vas-y, fais-moi un bras, et tout ça, c'est un peu compliqué parce que de par le vécu de la personne et tout ça, je pense qu'on recherche aussi... Pour une grosse pièce, notamment, c'est plus difficile. Bien sûr, mais moi je fais quasiment que de la grosse pièce, donc automatiquement je vais avoir une clientèle qui va venir pour de la grosse pièce et qui en plus a besoin d'être mis en confiance. Et tu es également peintre. On peut voir pas mal de peintures dans le shop. Est-ce que c'est une passion, un besoin ? Est-ce que tu as déjà fait des expos ou est-ce que tu envisages d'en faire ? Alors là j'envisage d'exposer, je suis en relation avec des galeries, avec des conférenciers en art, des gens qui s'intéressent à l'art, que je tatoue en plus. Donc c'est très très intéressant, il y a des échanges. Et là c'est vrai que pour moi c'est important parce que je passe pas vraiment à autre chose, mais ça me nourrit, ça me permet à moi de développer certaines choses dans le tatou et de réactiver une certaine forme de passion. Tu vois, ça me casse un petit peu cette routine. Maintenant peindre, je peins. Le problème c'est que je manque vraiment de temps, donc c'est très compliqué.
Mais dès que j'aurai une quantité, dès que j'aurai produit assez, là pour le coup je pourrais éventuellement exposer. Pas tout de suite parce que pour exposer il faut quand même avoir de la matière. Il y a pas mal de gens qui aimeraient acheter certaines de mes toiles et je les vends pas pour une raison simple parce qu'après le marché de l'art c'est encore un autre milieu qui a aussi ses codes et qui fonctionne d'une autre manière. Moi j'apprends, j'adore apprendre, c'est mon truc. Et puis voilà, puis je ferai ça toute ma vie. Et j'apprends comment fonctionne le milieu de l'art. Le milieu de l'art fonctionne sur un système où si j'ai une toile, je la vends, j'ai une toile, je la vends, j'ai une toile, je la vends. Bon, en fait, il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que... Là, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas une thématique, un fil rouge à suivre. Et des pièces, vaut mieux avoir vraiment une grosse quantité, avoir de la masse et du volume, de différents niveaux, différents prix, et avoir quelque chose qui raconte une histoire que de vendre une pièce par une pièce, parce que c'est joli, et puis on le vend. Faut raconter quelque chose. Oui, c'est ça, c'est pas le même enjeu que de dessiner pour tatouer, toujours quand tu fais ton dessin, parce que c'est une commande parce que tu fais pas trop tu fais pas de flash, c'est des commandes pour des clients. Là, tu vas peindre sans avoir cet enjeu derrière de le tatouer, donc c'est peut-être plus, je sais pas, peut-être plus spontané ou en tout cas moins commandé. Est-ce que ça t'apporte des choses différentes ? Alors ça m'apporte des choses différentes sur le fait que si ça me plaît pas, je peux effacer, je peux repartir, et c'est une totale liberté qu'effectivement j'ai pas dans le tatou, même si je fais quand même plus ou moins ce que je veux et que les gens, mes clients me suivent sur les idées de mes projets et en tatouage. Mais là j'ai pas de limite. Je suis limité que le tatouage, on est limité par le corps. Là je suis limité par rien. Donc, à la toile. Si je veux faire un truc qui fait 3 mètres de haut, 4 mètres de large, si je veux représenter ça ou ça, je peux le faire. Sur un corps, je serai limité par le corps. Là, j'ai pas de limite. D'un point de vue artistique, j'ai pas de limite. Ça peut être d'autres contraintes alors. C'est d'autres plus de liberté. D'autres contraintes, ouais, clairement. Et oui, bien sûr, des fois on en pleure tellement on n'y arrive pas, machin. C'est un vrai combat, c'est compliqué. Moi, j'ai pas forcément de base. J'ai pas été aux Beaux-Arts, on m'a pas expliqué comment on travaille la peinture à l'huile et tout ça. Mais c'est une façon de se surpasser aussi, non ? Ouais. Ah mais moi automatiquement, ça me permet d'évoluer dans le tatouage. Ça c'est indéniable. Et ça me permet aussi éventuellement peut-être pas d'avoir une porte de sortie, parce que je le fais pas dans cet esprit-là, mais l'idée, justement, par rapport à la bergerie, par rapport au dernier trappeur, c'est moi plus tard, je pense d'ici quelques années, c'est de vivre moitié dans les bois et moitié à Paris. J'ai besoin de trouver un équilibre. Plus ça va, plus j'ai besoin de cet équilibre. Paris devient quand même compliqué, entre gilets jaunes, réforme des retraites et là, à l'heure actuelle, le coronavirus, c'est tendu, quoi. Et puis les gens, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc, moi, je pense que j'ai besoin de trouver à un moment donné peut-être un équilibre, de vivre peut-être le printemps et l'été chez moi dans ma forêt, de éventuellement tatouer quelques clients qui ont envie de se faire tatouer en pleine nature et avoir des projets artistiques, c'est-à-dire faire de la peinture, faire des choses comme ça. Ce qui me permet, au bout de 6 mois, de remonter à Paris, d'avoir éventuellement une expo, des choses à présenter. Oui, tu aurais peut-être plus de temps pour produire de la peinture. Et il va falloir que je trouve du temps. Il va falloir que je trouve du temps. Et je dis, le fait de remonter à Paris, ça me permet à moi de présenter mes projets artistiques, de tatouer pendant 6 mois, et après de pouvoir repartir à nouveau. Voilà. Si je suis 6 mois dans les bois, 6 mois à Paris, ça peut me permettre d'avoir un équilibre qui va me permettre à moi de continuer à développer des choses, à faire des choses, que d'avoir tout le temps la tête dans le guidon finalement. Ça permet de se renouveler alors aussi. Ah oui. Clairement, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'après, si je peux vivre un peu de la peinture, un peu du tatou, et vivre aussi, tu vois... parce que moi, la maison, elle est faite, elle est finie, tu vois, donc j'ai plus à la payer ni quoi que ce soit, donc je peux vivre plus ou moins j'ai pas besoin de grand-chose, en fait, pour vivre, tu vois, à partir du moment où je tatoue et que je gagne un peu ma vie comme ça, moi, ça me va très bien. Je cherche pas à être milliardaire ni quoi que ce soit. Par contre, continuer à développer des projets en peinture, en tatouage, il a fallu lancer la boutique. Ici, la boutique commence à fonctionner de mieux en mieux, de plus en plus de guests et tout ça, donc tant mieux. Donc plus la boutique va pouvoir fonctionner, plus moi je vais pouvoir m'extraire un petit peu et passer aussi à d'autres choses. Et comme je travaille avec des gens sérieux, comme je te le disais tout à l'heure, des gens sérieux et posés et qui savent ce qu'ils ont à faire,
je peux, moi, m'extraire aussi et leur laisser le bébé derrière, et ils sauront gérer, ils sauront faire. L'idée, c'est ça, quoi. C'est que petit à petit, tout roule et que chacun fait un petit peu ce qu'il a à faire sans qu'on soit obligé d'être derrière, de contrôler, voilà. Oui, de pouvoir partir en confiance. Je voudrais qu'on parle un peu de ta vision du tatouage aujourd'hui. En fait, autrefois, le tatouage était un peu une sorte de rébellion. On en parlait tout à l'heure, le souhait d'appartenir à un groupe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est si courant et tellement mieux accepté au niveau familial et professionnel, et tant mieux. Et il y a encore une belle marge de progression, mais la démarche est différente. Alors là, je reviens sur un truc un peu vintage. Dans une interview de 2008, tu parlais déjà de la démocratisation du tatouage, de ses aspects positifs, notamment le fait que les gens commencent à commencer parfois avec des grosses pièces, des effets négatifs, des aspects négatifs sur, par exemple, que l'impression que c'est un métier cool et qui rapporte bien. Qu'en est-il aujourd'hui en 2020 ? Ah bah on est en 2020, là je crois qu'on est en plein dedans justement dans tout ce qui est démocratisation. C'est voilà, le métier c'est démocratisé, donc alors c'est toujours pareil, c'est comme une pièce de monnaie, c'est-à-dire il va toujours y avoir le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. On gagne des choses, on perd des choses, c'est indéniable. Donc on peut regretter et avoir un côté nostalgique sur le côté ancien où à l'époque quand t'avais un tatou dans le cou, c'est que t'étais vraiment un rebelle. Moi je me souviens simplement d'un plug, les plugs à l'oreille. Quand tu croisais quelqu'un dans la rue qui avait un plug dans l'oreille, c'est que le mec était professionnel, c'était obligé, c'était ou un tatoueur ou un perceur quoi. C'est en piercing, t'avais très peu de gens qui avaient des gros plugs dans les oreilles quoi. C'est vrai que maintenant, si je vais sur une soirée, les gens sont tatoués sur la gueule, ils ont des plugs, ils ont des trucs. Tu dis, t'es tatoueur ? Non, pourquoi ? Et tu dis, t'es plus tatoué que moi. Oui. C'est vrai. Je croise des gens, ils ont les tatous sur la gueule et tout ça. J'ai dit, waouh, comment vous faites les gars quoi ? Même moi en tant que tatoueur, j'ai pas ça. Donc, tu sais plus qui est quoi. Et c'est pas grave. Ça fait partie de l'évolution, mais ça me fait un petit peu marrer quoi. Mais voilà. Et en même temps, je trouve que ça va peut-être un petit peu vite parce que les gens, je vois avec des tatous sur la figure et tout ça. T'es juste là, tu dis, ouais super, t'as juste 25 ans. Tu fais quoi dans la vie, dans 10 ans tu seras où, tu feras quoi, tu sais pas, tout ça. Moi ça me pose pas de problème si demain je devais tatouer un visage, mais ou les mains, ou tu vois, sans rentrer dans les trucs hyper hardcore, mais rien que les mains. Ouais, quand t'as quelqu'un qui est déjà bien tatoué, qui a 30, 40 ans, le mec qui vit bien sa vie, il est déjà bien tatoué et tout ça, ok, je vais lui faire les mains, il n'y a pas de problème. Dernièrement, c'est une nana, elle est venue, elle voulait un tatouage sur le cou et tout ça. Elle n'avait pas un seul tatou, elle voulait le cou. C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Au niveau de la visibilité, moi je me rappelle que... moi j'ai fait mon premier tatouage il y a 20 ans. Et à cette époque-là, on faisait des tatouages cachés, vraiment des endroits qu'on peut pas voir, sauf dans l'intimité ou à la plage. Et c'était vraiment comme ça, en général, qu'on commençait et on essayait de se cacher. Et maintenant, je vois beaucoup de personnes qui sont jeunes et qui sont peu tatouées, mais alors... Effectivement, tout de suite du tatouage sur les avant-bras, alors que le reste des bras n'est pas du tout tatoué, ou les mains, beaucoup les phalanges. Alors, moi, je trouve ça magnifique sur les mains et tout ça, mais même moi, après 20 ans de tatouage, je suis toujours pas prête à le faire, parce que, voilà, et toi non plus, mais parce que moi, j'ai le frein aussi professionnel, et puis, bon, voilà, je trouve ça super beau, mais... En fait, je trouve ça toujours un peu étrange, mais c'est vraiment une autre façon de faire, et je pense que j'ai une vision aussi un peu rétro là-dessus, mais de commencer maintenant par tout de suite des tatouages qui sont hyper visibles, alors qu'avant c'était différent. Alors je pense que c'est dû à cette démocratisation, le fait que ça soit mieux accepté dans un milieu professionnel par exemple, où on se dit plus, c'est un suicide social d'avoir un tatou. Mais je sais pas comment ça se passe du niveau des tatoueurs, les demandes, comment les demandes ont évolué. Alors nous les demandes, moi je vais avoir, si je parle uniquement de ma clientèle, automatiquement c'est une clientèle qui va me ressembler. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que voilà, moi ça va être des avocats, ça va être des policiers, ça va être des chefs d'entreprise. Donc ils n'ont pas forcément envie d'avoir un tatouage sur la gueule ou sur les mains. Et effectivement là-dessus, je te rejoins aussi. C'est vrai que moi aussi j'ai un peu ce regard rétro. J'ai pas les mains ni les doigts tatoués et ni le visage.
À la limite, la chose que moi j'aimais bien, c'est que justement, le tatouage, tu découvrais le tatouage sur une personne. C'est le fait d'afficher les couleurs, tout de suite, et waouh, t'as les tatous, ouais, c'est cool. Mais moi, j'ai des potes qui ont la gueule tatouée et tout ça, et ça leur va super bien, tu vois. Mais c'est les professionnels. Après, quand on n'est pas professionnel, qu'on est tatoué comme ça, moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, quoi. Et là encore, mais je pense aussi que nous, on aimait bien aussi ce côté provoque quand on est démarré dans le tatou. On aimait bien aussi, t'as vu, j'ai un gros tatou, j'ai un bras, j'ai un dos. À l'époque, un dos, il y a 25 ans en arrière, un dos, c'était quelque chose. Hein. Donc, tu te faisais tatouer un dos, c'était waouh, le dos tatoué et tout, le mec, il est grave tatoué. À l'heure actuelle, tu te fous à poil, t'as des tatous de partout, tout le monde s'en branle parce que c'est normal. Donc, on aimait bien aussi quand même ce côté provocation. Je pense que la jeunesse à l'heure actuelle, elle aime bien aussi ce côté provocation, elle a envie de montrer des choses. Et comme un dos tatoué, de toute façon à l'heure actuelle c'est plus grand chose. C'est plus vraiment de la provoque maintenant. On en arrive à des extrêmes, et des extrêmes qui peuvent mettre la santé en danger. Je pense, tu vois, quand on injecte de l'encre dans le blanc des yeux, dans ce genre de truc. Ouais, j'ai fait justement un épisode de podcast avec Nicolas Kluger, le dermato du SNAT notamment, et donc on a eu toute une discussion là-dessus. Il a fait des publications et on a eu une discussion là-dessus. C'est vraiment intéressant, et on voit la pratique quand même se propager un peu, et c'est intéressant de voir un peu quel est le point de vue aussi des professionnels du médical, quoi. Au-delà de la transgression. Moi, le visage me pose problème, honnêtement. Le visage me pose problème. Les yeux, c'est quand même encore... les yeux, ouais. Moi, j'ai des potes, j'ai des potes dans le milieu tatoueur, etc., qui ont les yeux tout noirs et tout ça. Et malgré tout, j'ai beau savoir que c'est des gentils garçons, je les connais, je les adore, etc. Quand on me regarde dans les yeux comme ça, ils me regardent pas, tu sais pas trop. Puis tu vois pas l'expression, tu perds énormément de choses, quoi. Donc, entre avoir un dessin sur le corps et puis... En fait, je te dis ça, mais même à mon époque, alors pour le coup c'était caché. À mon époque, les mecs c'était à fond aussi. Et des mecs qui venaient à la boutique en costard-cravate et qui avaient plus de 50 piercings sur le sexe. Des trucs de malades qui se faisaient couper la bite en deux. Je veux dire, ça, moi je connais ça depuis 20 ans. Mais ça touchait pas le visage. C'était, tu vois, il y avait des petits côtés sexuels, il y avait un petit truc, machin, ça pouvait être choquant, mais c'était intime. Là maintenant, on affiche des trucs qui sont hardcore et qui sont surtout irréversible. Et donc le tatou est irréversible aussi, hein, on est d'accord, mais t'as toujours moyen de faire un autre truc par-dessus, et ça reste du dessin, tu vois. Donc ouais, ok, ton dessin il est pas super, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave, quoi. En arriver à des modifications corporelles comme celle-ci, là je trouve ça un peu gênant et un peu dérangeant quand même. Oui, il y a vraiment une évolution des pratiques. Et sur le métier tatoueur, c'est devenu une profession relativement reconnue, même presque, on pourrait dire presque à la mode, qui est beaucoup moins marginale qu'il y a quelques années. Enfin, on commence à faire un peu d'années. Comment tu penses que ça va évoluer dans le futur ? Alors, je pense pas vraiment me tromper, pour une raison simple, c'est que quand tu arrives à un point A, à un point B, à un point C, tu sais que tu vas arriver à un point D. Donc il y a une courbe, il suffit si tu es là depuis le début, que tu as vu l'évolution, tu sais plus ou moins vers quel axe on se dirige. L'axe dans lequel on va se diriger, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui veulent devenir tatoueurs, on va en arriver à presque comme du salon de coiffure. Et je pense qu'on va arriver à un jour, on va en arriver là. Donc c'est une saturation ? Il y aura un patron, un professionnel qui aura sa boutique et qui va employer des tatoueurs et qui dira, voilà, toi, c'est 2 000 € par mois, t'as la fiche de paye, t'as le machin, parce que c'est pareil, à un moment donné, l'État va mettre son holà dessus. Donc voilà, c'est 2 000 € par mois. T'es là le matin à 8h et tu te casses le soir à 8h, et voilà, et puis tu fais ça. Et puis on aura affaire à des tatoueurs qui, tu veux ça. Je veux dire que ça va se professionnaliser au sens droit du travail aussi, au sens légal. Au sens comme la coiffure, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de tati ou de prêt-à-porter ou de haute couture. Comme dans la coiffure, tu vas avoir le petit coiffeur du quartier qui va venir avec la tondeuse et qui va te prendre 10 € pour te raser les cheveux. Comme après, tu auras le coiffeur qui te fait la jolie coupe avec la petite couleur qui va bien et tout le bordel. Et après, tu auras l'artiste coiffeur, machin et tout ça. Et ce sera la même chose. Mais on sera plus dans ce cadre, vas-y, tu payes en espèces et machin. Et non, d'ailleurs, on le voit, tout ça est en train de changer et d'évoluer. Et on va arriver bientôt, justement, je pense, à avoir une certaine forme de CAP où les choses vont se réglementer petit à petit. Ah, justement, c'était la question d'après. Qu'est-ce que tu penses
des écoles de tatouage, enfin de ces projets, des choses qui sont un peu en cours? Pour l'instant, je sais qu'il y a certaines formations, certaines écoles qui existent. Avoir un point de vue là-dessus, ça me semble un peu compliqué, puisque de toute façon, c'est des choses qui sont faites... je sais pas. Là, du coup, je sais pas trop ce que ça vaut. Je veux pas trop critiquer non plus, parce que je sais... Non, sur le concept, pas forcément sur les écoles, sur les formations existantes, parce que si tu les connais pas, moi, je peux pas juger non plus, je les connais pas, mais sur le concept de créer des écoles de tatouage, et non pas de passer par un apprentissage classique dans un shop ou par de la pratique soi-même chez soi, mais d'avoir un truc un peu cadré, un peu légal, où tu es obligé de sortir par là avec comme tu dis, un CAP. Alors il y a deux phases importantes dans notre profession. Il y a le côté technique, pratique, et il y a le côté artistique. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Il me semble, pour moi, complètement logique, mais complètement normal, que à un moment donné, c'est la sonnerie, il me semble qu'à un moment donné, on sera obligé de passer, comme toute profession classique qui s'est démocratisée, donc on va être obligé à un moment donné d'avoir une forme de CAP ou une autre forme, je sais pas, mais en tout cas il faudra au moins une formation sur le côté technique de la chose, où il faudra comprendre le système de la peau, l'épiderme, le derme, les aiguilles, l'encre, donc il va falloir comprendre tout comment l'organisme fonctionne, les machines, et pour faire du travail technique propre. Et donc, on passera que par un CAP, c'est normal. Pourquoi en coiffure, pourquoi dans d'autres métiers aussi artistiques, entre guillemets, il faut des CAP, il faut des bacs, il faut des BEP pour ouvrir un salon, et pas dans le milieu du tatou. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra au moins un minimum de connaissances techniques pour ouvrir un salon, ou pour être simplement travailler en tant que professionnel. Là, à l'heure actuelle, on nous demande 3 jours d'hygiène. Ces 3 jours, ou même si on ne parle pas français, c'est-à-dire on va se pointer, on va être assis, on va écouter un mec qui t'explique la vie pendant 3 jours, tu ressors, on te donne un papier, tu as le droit de travailler. Même si tu n'es pas français, c'est-à-dire tu n'as rien compris de ce que la personne a dit pendant les 3 jours, tu t'es inscrit, ça a coûté 500 €. Il n'y a pas de test à la fin pour voir si tu as bien tout assimilé? Non, il n'y a absolument aucun examen. On te force à avoir 3 jours de formation d'hygiène. Mais demain, moi je m'appelle... Il faut assister à la formation, mais t'avoir un certificat, savoir bien appliquer ces règles. Absolument pas. C'est-à-dire, moi demain je m'appelle José Garcia, je parle qu'espagnol, je suis en France, je vais tatouer en France. On me dit ouais mais il faut que tu fasses cette formation d'hygiène, c'est important, ça dure 3 jours, ça coûte 500 €. Je mets mes 500 €, j'écoute le mec qui me parle en français pendant 3 jours, j'ai rien compris au truc, à la fin j'ai mon diplôme et je peux tatouer. Donc autrement dit, tu l'achètes, ton diplôme? T'achètes un diplôme, et c'est 3 jours que tu perds à être assis sur le cul sur une chaise, pour strictement rien, puisque tu comprends rien. Mais ça te donne le droit de travailler. Donc ça, c'est dans le principe, si tu veux, c'est un peu ridicule. Donc, comme n'importe quelle profession, et je pense, mais après, je sais que certains de mes collègues ne sont pas forcément d'accord sur le fait qu'un jour, il faudra avoir un CAP ou quoi que ce soit, en pensant que justement, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres, et que tout le monde peut devenir tatoueur, etc. Mais c'est déjà le cas. La problématique, elle est déjà là. Donc, je pense que si demain, on dit à tous ces jeunes qui veulent devenir tatoueurs, va falloir retourner à l'école, va falloir passer un CAP, et ça va durer 2 ans, ça mettra plus de freins qu'à l'heure actuelle, où il faut faire simplement 3 jours, et vive Las Vegas. Et ne serait-ce même par respect, ce que je disais aussi tout à l'heure, le respect de la clientèle, c'est quand même hyper important. Ne serait-ce même que par respect de la clientèle, leur dire, à partir du moment où quelqu'un te tatoue, la personne a au moins 2 ans de métier derrière elle, elle a appris les minimums, les bases. Après, qu'on juge le côté artistique ou pas, qu'on aime ce qu'elle fait, ça c'est autre chose. Mais apprendre les bases de la technique et même de la relation clientèle, parce que ça peut aussi s'apprendre. Des lois, par exemple, de tout ça, comme n'importe quelle profession. En tant qu'ancien chef de cuisine, minimum, c'est un CAP. Et ce CAP, on va t'apprendre les différentes techniques de cuisson, on va t'apprendre les règles d'hygiène, on t'apprend plein de choses, tu vois, l'administratif, tu vois, ce genre de choses, quoi. Comment gérer un stock, tu vois. C'est pareil, moi j'ai une boutique, je suis obligé de gérer un stock. Avec du matériel, avec des encres, avec du sopalin, tu vois, on est obligé d'avoir un minimum d'hygiène, on est obligé de... Donc, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on doit apprendre. Là, je vois quand même des jeunes qui ont... ça fait 1 an qu'ils tatouent, c'est arrivé là chez un de mes amis dans le sud, il lui dit, si tu veux bosser chez nous, tac, pas de problème, avec un système de loyer, je te prends 1000, 1500 € par mois, bim, et puis t'as ton poste, donc tu payes ton loyer, t'as ton poste, et puis tu fais ce que tu veux, quoi.
Et là, la personne lui répond, ah non, mais moi, à ce prix-là, j'ouvre ma boutique. Donc la personne, c'est une demoiselle qui a 1 an de tatou et qui dit, bah non, mais au lieu de te filer 1000 ou 1500 euros pour avoir un poste chez toi, eh ben moi, en fait, je vais sortir dehors et je vais trouver un local et je vais donner 1000 euros pour un local. Mais cette jeune demoiselle ne se rend pas compte que ouvrir un local, même si tu payes 1000 euros ton local, après, tu vas payer des charges, des TVA, enfin, plein de choses autour. Il va falloir acheter ton stock, il va falloir... voilà. Donc on est face quand même à une jeunesse qui se dit... Ah, le tatou, pas de problème, machin, tout est facile, et machin, ouais, t'inquiète, et machin, là. Faut un minimum de responsabilité, quoi, ne serait-ce que par rapport aux gens. Là, on parle du coronavirus, il y a quand même un minimum d'hygiène à avoir, certaines choses à comprendre et tout. Parce que moi, j'adore la concurrence. Pour moi, c'est une chose qui peut que amener notre profession vers le haut. Je trouve que le tatouage prend un bon tournant. On n'a jamais vu de travail aussi technique qu'à l'heure actuelle. Il y a de très très belles choses qui sont réalisées maintenant avec de très très bonnes personnes et voilà. Moi vraiment, j'adore cette profession. Je trouve qu'on est arrivé vers quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, il y a aussi énormément de choses qui sont développées, qui sont négatives et qui restent négatives et qui continuent à amener le métier vers le bas. Et ça, à un moment donné. On s'en fout des intérêts économiques, on se fout de tout ça. C'est qu'à un moment donné, il va falloir être un peu sérieux et faire les choses correctement par rapport à cette profession. Et le côté western qu'on a pu connaître, nous, en tant qu'anciens tatoueurs, ne peut plus exister. Clairement, c'était comme ça. Oui, c'est le revers de la médaille, hein, de cette démocratisation. Elle va encore continuer à évoluer. Donc voilà, là, il y a des petits jeunes qui vont arriver sur le marché en pensant que c'est comme ça. Ben non, c'est plus comme ça, et ça va encore changer. Et eux, ce qu'ils vont connaître maintenant, dans 10 ans, ce sera encore différent. Et voilà. Mais il faut vraiment aller dans le bon sens pour la profession, pour les gens, et essayer de faire les choses correctement. Que ce soit en restauration ou quoi que ce soit, je reviens à la restauration puisque c'était mon métier, il y aura toujours des arnaqueurs, il y aura toujours des gens qui feront de la merde et qui, tu vois. Mais voilà, on sait quand même, maintenant il y a quand même, grâce à Internet, des avis, du nombre d'étoiles, des gens qui vont te laisser des commentaires, voilà. Donc si tu te renseignes un petit peu, ça devient un peu compliqué maintenant de se faire arnaquer, quoi. Ça devrait être la même chose dans le tatou, tu vois. Nos jours, on devrait se dire, ah bah lui, il est bien coté, etc. C'est compliqué. Le problème à l'heure actuelle, c'est que tout le monde se déclare grand artiste, tatoueur, etc. C'est compliqué de nos jours pour les clients, parce que moi, certains clients, ils me posent cette question, ils me disent, ouais, mais quand on cherche un bon tatoueur, on fait comment ? Ah bah je sais pas moi comment on fait, tu vois, donc faut chercher sur internet, mais tu vas sur internet, tu vois plein de tatous et machin et trucs, et puis l'autre qui dit mais moi je fais que des trucs uniques et machin et que trucs, tout le monde se vend de la même manière, et en fait pour le client c'est très très compliqué de se dire waouh, on n'a pas un guide Michelin du tatou, ça ce serait un truc intéressant à faire, un guide Michelin du tatou. Tu dis bah voilà quoi, il y a un monsieur qui est coté comme c'est, les tarifs, les machins. Il y a des guides, mais je pense que c'est assez subjectif, quoi. Il n'y a pas forcément. Enfin, oui, c'est peut-être plus des guides pour montrer quels sont les différents artistes au niveau peut-être régional dans les styles, mais c'est pas forcément par rapport à un label ou enfin une sorte de label, quoi, de critères de valeur. Ça n'existe pas. On va pas dire que telle personne est un grand artiste ou petit ou quoi que ce soit. C'est tout le monde va se déclarer grand artiste. Dans le milieu du tatou, tout le monde se déclare je suis un artiste du tatou, quoi. Ouais. Ça tombe très bien parce que ma dernière question c'est justement artiste, artisan ou les deux. Alors honnêtement, les deux, parce que je fais les deux, je fais pas que de l'artistique, mais je vais te renvoyer la balle parce que là au final c'est pas forcément la personne qui doit se définir en tant que telle, c'est les autres qui considèrent que c'est une artiste ou pas. Et c'est une conversation que j'ai aussi bien avec les artistes peintres qu'avec les tatoueurs, etc. Je l'ai toujours posée et je la pose tout le temps à tout le monde, j'adore ça. C'est quelle est la définition d'un artiste ? Comment tu définis un artiste ? C'est quoi un artiste ? Et donc là, je vais répondre à ta place, puisque je vais pas te poser la question. Mais pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est identifiable par rapport à son univers. C'est de là où on va se rendre compte. Tu vas regarder un Tarantino, tu dis waouh, c'est du Tarantino, tu reconnais le style. Et par rapport au style, tu dis bah voilà, c'est quelqu'un qui a un univers. Alors que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans la peinture ou dans le tatouage. Quand tu vas voir une pièce, tu vas dire bah ah mais ça c'est une pièce de machin. Même si tu savais pas que c'était une pièce de machin, tu sauras que c'est une pièce de machin parce que tu l'identifies à cet univers. Tu vas au cinéma, tu dis bah ça c'est un Tim Burton. Donc je pense que parce qu'on est identifiable, parce qu'on a un univers, on est un artiste. Et c'est comme ça que je définis l'artiste. Après, ça peut être plus ou moins esthétique. On peut adhérer, ne pas adhérer, on peut trouver ça moche, etc. Que ce soit du Picasso,
on peut aller sur l'impressionnisme, sur du Monet, ou sur la Renaissance, on peut avoir tous des affiliations en préférant telle et telle chose. Et c'est aussi une forme d'apprentissage aussi. Moi, je pense que plus j'ai travaillé l'artistique, plus maintenant j'ai des formes de langage différentes et je suis ouvert à beaucoup plus de choses que quand j'étais plus jeune où on aurait parlé Renaissance, il n'y avait pas de problème. Maintenant, il y aura peut-être plus d'impressionnisme, il y aura plus plein d'autres artistes qui vont me parler parce que j'ai beaucoup plus les codes que je n'avais avant. Donc ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. Mais malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça esthétique ou pas esthétique, ce qui est important, je pense, quand on définit un artiste, c'est quelqu'un qui a un univers, quelque chose de singulier, quelque chose qui est personnel et sur lequel il est reconnaissable. Et là, on va se dire, c'est artiste parce que cette personne amène quelque chose. Et donc oui, voilà, donc tu vois, grossièrement, je sais pas si je me fais comprendre, mais souvent... Mais là, ce que tu me dis, c'est quand même justement plus, tu penches plus vers le côté artiste qu'artisan. Ou c'est juste une définition. Non, parce que quand tu me poses la question, est-ce que moi je suis artiste ou artisan, ou les deux, déjà c'est les deux, c'est indéniable, parce que je fais pas que de l'artistique, honnêtement. Il faut manger, j'ai une boutique derrière, il faut que je fasse, tu vois. Et puis des fois, tu as des gens qui viennent 10 ans après, je vais pas leur dire, ah non, mais moi maintenant, les gars, non, moi je te fais pas ça, je fais... Non, par respect par rapport à ma clientèle, par rapport à certaines personnes, j'essaye de les amener vers quelque chose d'intéressant, d'artistique et tout ça. Et j'essaye tu composes, t'es dans une balance, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et voilà, donc t'essayes de faire les choses. Donc bien sûr, je suis artisan et artiste. Et encore, quand je te dis, ça peut paraître égocentrique de dire artiste, donc c'est pour ça que j'évite de le dire. Parce que ça, c'est pas à nous de le dire, entre guillemets. C'est la vision extérieure de se dire, waouh, ce mec, c'est un artiste ou pas. Est-ce qu'on parle aux gens ? Est-ce qu'on les interpelle ? Est-ce que vraiment j'intéresse les gens ? Moi, des fois, je me pose des questions. Je dis, en fait, je fais de la merde et toute ma carrière, ça a été de la merde. Je sais pas. Des fois, je suis hyper content, je suis fier, et des fois, je pense que je fais de la merde. Je suis tout le temps dans le doute, je suis tout le temps dans la recherche. Ça dépend aussi de la reconnaissance extérieure, du coup, le fait d'être un artiste. Parce que y a peut-être plein de gens qui disent ouais, je suis artiste, et puis qui t'aura jamais intéressé qui que ce soit dans ta vie, quoi. Mais la question se pose aussi par rapport à un statut, d'être reconnu, je sais pas, par la maison des artistes. Enfin, tu vois, il y a aussi ce côté-là dans cette question. Être reconnu socialement. Là, on rentre dans un discours qui est un peu actuel par rapport au SNAT et tout ça, qui est sur le fait de rebondir sur cette notion artistique. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est la vision artistique, c'est une chose. Après, l'identité artistique de par notre société, c'en est une autre. D'accord. C'en est une autre, parce que là, c'est un intérêt économique aussi. C'est-à-dire que si demain, on est considéré comme artiste, on ne paye plus la même TVA du tout. Un artiste, la TVA... Quelle est la différence ? Enfin, qu'est-ce qui fait que pour vous ça change quelque chose ? C'est pas la même chose que quand tu vends. Par exemple, sur une galerie d'art, les pourcentages exacts, ça fait longtemps que je suis plus là-dedans, donc je saurais pas te le dire. Mais là, la TVA actuelle, c'est quoi ? C'est 20. Donc la TVA actuelle, c'est si toi, tu as une galerie d'art, tu vends des tableaux, tout ça, ta TVA, elle est à 20. Si c'est l'artiste qui vend en direct, comme c'est lui qui a créé, qui a produit, sa TVA, elle est à 5,5. Donc, nous, à l'heure actuelle, en tant que tatoueur, on paye une TVA à 20, parce qu'on n'est pas considéré comme artiste. Si demain, on était considéré comme artiste, qu'on fait de la création et nanana, on payerait 5,5 de TVA. Donc, le grand sujet, il est là. Mais on a eu un grand sujet... J'en reviens toujours à la restauration, je suis désolé, c'est ma base, mais les cuistots sont battus pendant des années, et ça a été un sacré lobby, justement pour baisser leur TVA. Il y a une TVA qui a baissé, parce que tu avais ceux qui faisaient de la vente en emporté qui étaient à 5,5, et les autres qui payaient... Donc la TVA, si tu veux, a changé à l'époque, mais... Nous, avant qu'elle change, parce que nous, c'est un petit lobby à comparer de la restauration, tu vois, ça va être compliqué. Et il y a eu une personne, et ça, on le savent, parce que là, il faut être un ancien, il n'y a qu'une personne qui a réussi à faire ça, c'est monsieur Stéphane Chaudseg. Monsieur Stéphane Chaudseg est considéré comme artiste dermographe par l'État français. Parce qu'il s'est pris des contrôles fiscaux, machin, tout dans les dents. Et il a dit, ah ouais, c'est comme ça, là, ok. Ben, hop, il a montré, lui, à chaque fois, qui faisait un tatouage, il montrait le dessin à côté, tout ça. Donc l'État a accepté, et ils ont dit, tac. Donc, mais ça n'a pas fait jurisprudence. Non, mais vous... Tout ça, ça doit dater quand même d'il y a quelques années, et ça n'a pas fait... Ça date d'il y a plus de
10 ans déjà. Hein. Ouais. Ça n'a pas fait évoluer le statut des tatoueurs pour autant. Absolument pas. L'État a dit oui, non, mais vous êtes à part, vous êtes un artiste dermographe. Donc ils ont créé une case exprès pour lui, machin. Voilà. Si moi demain je refuse de payer ma TVA à 20, je pense que j'ai un contrôle fiscal, je me fais taper sur les dents et tout le reste. Maintenant, si à ce moment-là, il y a un procès, je réussis à tirer mon épingle du jeu, je montre mes peintures et que je dis voilà, moi à chaque fois je fais un tatouage, c'est une création, c'est un modèle unique, etc. Peut-être que je pourrais avoir ce statut artistique, mais c'est compliqué. Parce que ce serait un combat où je serais tout seul face à tout ce système. Donc effectivement, le SNAT est très important. Et le SNAT essaye de mener ce combat pour qu'on puisse avoir une TVA d'artiste, ce qui serait quand même beaucoup plus intéressant pour nous. De par ce que j'ai vécu en restauration, je sais que ça va être relativement compliqué, quoi. Mais même la maison des artistes, la maison des artistes déteste les tatoueurs. On arrive, si on ne dit pas qu'on est tatoueur, on a des possibilités de rentrer dans la maison des artistes. Si on dit on fait de l'édition, on fait des trucs, etc. On leur présente des dessins, de la peinture, des choses comme ça. Il y a moyen. Si on leur dit à côté on fait du tatouage, c'est compliqué. Ça va prendre du temps pour qu'ils acceptent, parce que ils veulent pas être mélangés aux artistes tatoueurs et ils savent que ça peut être justement un business où on va se dire on va faire passer du tatouage en réalisation artistique sur lequel on sera pas taxé de la même manière. Donc à l'heure actuelle, la maison des artistes n'a pas spécialement envie de fricoter avec les tatoueurs. D'accord. Bon, c'est très instructif en tout cas. Ce qui est dommage parce que tu as au niveau international, donc moi je fais un peu de peinture, mais au niveau international, tu as de plus en plus d'artistes, de grands artistes tatoueurs, etc., qui font de la peinture, qui font des trucs, qui se font connaître en tant que grands artistes peintres et qui deviennent des artistes bien plus importants dans le milieu artistique que dans le milieu du tatou. Et c'est même devenu un peu à la mode et même dans le milieu artistique ça les saoule un peu en disant c'est bon, tous ces artistes tatoueurs qui déboulent là, tu vois. T'as des exemples de tatoueurs connus, mais dernièrement j'ai vu ça dans une émission et même dans un film où ils en parlaient, c'était un film d'art et tout, j'ai adoré, et justement le mec à un moment donné a cette réflexion dans le film, de dire non mais c'est comme tous ces nouveaux artistes tatoueurs là, qui deviennent artistes peintres, donc ça m'avait fait rigoler, quoi. Mais c'est vrai, parce que mais en même temps, on le voit très bien. Ça aussi, c'est aussi une forme de logique. Bon, là, je sors un petit peu du cadre, mais c'est aussi une forme de logique. On a vu tous ces taggers dans les rues, etc., qui maintenant deviennent, tu vois, C215, Banksy et tout ça, qui maintenant, le mec, il a un bout de papier qui se déchire avec une meuf qui tient un ballon, ça vaut 1 million d'euros. Donc, on a vu, nous aussi, tout ça. Et finalement, c'était des gens qui étaient de la rue. Oui, l'évolution du street art qui est devenu... Le tatouage de base... nous, les anciens cow-boys, les westerns, ce qu'on disait tout à l'heure, les gens de la rue, avec des piercings, avec des machins, des trucs. On a aussi une forme de culture, finalement, du tatou et une chose. Et comme on a ces années d'expérience de métier, donc il y a du travail et de la technique, on raconte aussi toute une génération. Tous ces gens qui en arrivent maintenant à faire un petit peu de l'art et de la peinture, peut-être que dans quelques années, ce sera des futurs Banksy et des futurs C215, etc. Merci beaucoup Roberto pour cet entretien. Merci. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.